BFM Business, le focus de Tech & Co. Repenser le management à l'heure de l'innovation, on en parle ce soir avec nos invités. Alexandre Mullier, directeur de l'innovation chez Auchan Direct, est avec nous. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Julien Agege pour Dropbox, la licorne américaine. Vous êtes le responsable des partenariats et des comptes stratégiques donc en France pour Dropbox. Julien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors Dropbox, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde, puisque on n'est pas des centaines de millions en France. Et vous simplifiez la collaboration des salariés en entreprise, pour la faire courte. Et vous faites partie de ces licornes là, qui ont une valeur supérieure à 1 milliard. Et vous, c'est des calicornes, puisque c'est plutôt 10 milliards d'euros au dernier pointage. Vous faites partie donc des 15 plus grosses licornes mondiales. Et puis avec nous, Sylvie Chauvin, j'aurais dû démarrer avec vous, fondatrice de LibreH, tout à fait. Votre cabinet, donc vous êtes sur la transformation numérique, mais pas que. Accompagnement du changement et un sujet RH. Bon, merci de revenir nous voir ce soir dans Tech & Co. Alors, avec qui on commence? Avec, je sais pas, peut-être vous, Alexandre, ou Auchan Direct. Bon, ceux qui commandent par Internet vous connaissent. À la base, vous êtes rentré, je crois que vous étiez directeur marketing, c'est ça? Marketing innovation, oui. Alors, quand on s'appelle Mullier, on rentre assez facilement, j'imagine, chez Auchan. Mais après, il faut faire ses preuves, naturellement. Évidemment. Effectivement, il faut faire ses preuves. Chez nous, c'est plutôt la méritocratie. Donc, j'ai aussi un passé d'entrepreneur. J'ai monté plusieurs sociétés. Et après 3 ans et demi de conseil d'administration chez Auchan e-commerce, j'ai décidé de me remonter les manches et de participer justement à l'opérationnel de l'entreprise. Donc, Auchan Direct, comment... Alors évidemment vous avez, enfin je dis évidemment, c'est pas forcément évident, mais c'est pour ça que moi je vous ai invité. Vous avez une méthode de management particulière. Dès le départ, vous avez essayé de casser les codes, donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Comment vous faites là chez Auchan Direct, pour recruter et garder les meilleurs talents? Auchan Direct, c'est le service de livraison de courses du quotidien de l'entreprise Auchan, mais c'est également un laboratoire. On essaye de tester une start-up en interne, un laboratoire, mais avec un véritable compte d'exploitation en face de nous. Des clients qu'il faut satisfaire. C'est comme ça que vous le vivez, ou c'est comme ça que la maison mère... On va dire qu'on a une double identité. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes aussi un aquarium qu'on vient visiter comme ça. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer une alternative au mode de fonctionnement traditionnel, qu'ils soient managériaux, opérationnels ou organisationnels. Et on essaie d'apporter la preuve par l'exemple qu'on peut proposer une alternative qui fonctionne. Et principalement, justement, les principes managériaux de recrutement pour développer les profils, etc. Donc, très concrètement, pour prendre un exemple, vous avez, en arrivant, là, remis à plat tous ce que vous appelez les liens, ce qu'on appelle les liens de subordination. Exactement. Oui. Et donc, ça veut dire quoi, là? Alors, en fait, on a précis pour ceux qui étaient vos collaborateurs, voilà. Pour les managers c'est justement un des principes fondamentaux. On a supprimé les liens de subordination, effectivement. Alors pas les liens hiérarchiques, puisque le partage des responsabilités est, on va dire, obligatoire dans une entreprise. Mais les liens de subordination, on les a supprimés. Ce qui veut dire qu'un manager aujourd'hui, c'est pas un boss entre guillemets, c'est vraiment un coach. Il est là pour faciliter d'un côté l'environnement de travail des collaborateurs. Donc il est toujours au-dessus de moi, mais il me donne pas vraiment d'ordre. Il est à mes côtés. Ouais. Il est vraiment à mes côtés, donc il facilite l'environnement de travail des collaborateurs. Et de l'autre côté, c'est un coach challenger. Il est là pour poser des questions, s'assurer que le recul et la prise de hauteur nécessaire a été prise pour que les collaborateurs puissent prendre les bonnes décisions. Et il fixe les objectifs de ses collaborateurs qui sont exactement. En dessous de lui ou chacun. Il fixe les objectifs et il travaille, si vous voulez, c'est un peu de la maïotique. C'est constamment s'arranger pour que les décisions et les réflexions soient prises par les opérationnels. Le but du jeu étant que chaque opérationnel, chaque collaborateur dans l'entreprise ne soit pas un exécutant, mais vraiment une personne qui crée de la valeur. C'est les doueurs, ceux qui sont sur le terrain, qui façonnent l'entreprise. Et c'est super important parce que c'est donc cette responsabilité qui leur donne envie de rester, de se dépasser, de toujours faire mieux et de s'améliorer. Les doueurs, vous dites? Les doueurs, les faiseurs, oui. Les faiseurs. Les makers étaient déjà pris, donc on sait... Après, les makers, les doueurs. Donc, Julien, alors vous, chez Dropbox, là, déjà, est-ce que vous avez une agilité particulière au sein de Dropbox? Étant une start-up, on imagine que oui. Et après, comment vous insufflez ça chez vos clients, si tant est que vous puissiez... avoir ce pouvoir-là chez eux. Oui, parce que ça passe aussi par les outils. Dropbox, alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui connaissent Dropbox déjà à titre personnel et aiment l'utiliser pour
travailler de façon plus simple ou partager leurs documents personnels. Dropbox, pour la petite histoire, est né en 2007 aux États-Unis et s'est développé de façon virale. Aujourd'hui, 500 millions de personnes se servent de Dropbox dans le monde, donc 15 millions en France, donc c'est une adoption qui est massive. Et on vous classe dans quelle catégorie là, s'il faut dire, ils font d'abord ça, même s'il y a eu une évolution en quelques années, mais. Alors ça a commencé par la capacité à avoir accès à ces documents de partout et pouvoir facilement les partager. Donc du cloud public, enfin, du stockage. Donc ça a commencé par le stockage et ensuite c'était vraiment la collaboration et on a recentré notre stratégie il y a 3 ans vers les entreprises. Donc c'était un grand virage pour l'entreprise. Parce qu'un jour il faut bien gagner de l'argent, quoi. Et c'est surtout, en fait, on s'est rendu compte que Dropbox était utilisé dans les entreprises, dans plus de 8 millions d'entreprises pour être précis. Et donc on a sorti un produit qui s'appelle Dropbox Business qui adresse les besoins particuliers des entreprises et qui permet de simplifier la collaboration et aussi gérer toute la sécurité autour des documents. Et ça, vous êtes aperçu que ça a cassé une partie des codes, ou ça a remis une partie des codes à plat de la relation entre les collaborateurs et leur manager? En fait, ce qui va être important pour des collaborateurs, c'est de se simplifier le travail au quotidien. Et c'est aussi important pour le management. L'un des enjeux pour Dropbox, et c'est le fruit de notre dernier produit qui s'appelle Dropbox Paper, qui permet, qui offre un espace de travail flexible, qui simplifie la collaboration entre les équipes. Et le but de Dropbox Paper est de permettre de prendre des notes de façon collaborative, de pouvoir interagir avec ses équipes, d'insérer des documents. C'est la réponse à quoi? À Slack, à Cisco? C'est complémentaire. C'est un hub pour mettre tout le contenu de l'entreprise, pour pouvoir par exemple donner des tâches à des collaborateurs et ne pas perdre de temps à écrire des emails, chercher des informations ou encore organiser trop de réunions. À la réponse au problème des emails, Sylvie, on pourra en faire une émission. On a déjà fait une émission d'ailleurs, on la refera parce qu'on est tous noyés sous 50, 100, 150 mails par jour, on n'en peut plus. Si on prend le temps de les lire et de répondre une fois sur deux, ça nous prend 2-3 minutes et ça occupe une bonne partie de la journée, quoi. Et puis surtout, ça empêche quelque part d'aller discuter avec juste son voisin qui est en face et on aurait la réponse tout de suite. Très juste. Moi, dans ce que vous avez dit, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui d'avoir des outils mis à disposition forcément pour favoriser la collaboration. C'est ce qu'on se disait quand on s'est rencontrés tout à l'heure. Et en même temps, l'outil, si je suis dans une entreprise qui fonctionne par silo et qui a du mal à faire cette transformation que vous avez engagée et bravo de le faire, l'outil, il va pas servir à collaborer. Donc moi, la grande question que j'ai auprès des personnes que j'accompagne, c'est comment on fait, parce que c'est quelque part ce que me disent mes clients, comment on fait un moment quand je suis dans une entreprise verticale, et la majorité des entreprises le sont encore, peut-être pas celles que vous invitez, parce qu'elles sont déjà dans un mode tech-co, elles ont déjà travaillé là-dessus, mais souvent, ça reste encore un mode de management à l'ancienne. Et quand on est en manage à l'ancienne, on a du mal à être justement dans la collaboration. Donc tout le sujet, c'est pour moi de dire, à un moment, si vous voulez changer quelque chose, bien sûr, il vous faut l'outil, parce que sans l'outil, vous allez vraiment ramer. Mais il faut aussi vous changer vous-même. Et là, il faut casser, il faut juste adapter ou... Alors, c'est compliqué. Ça dépend des boîtes, ça dépend des secteurs, ça dépend des générations. On est au pied du mur et l'entreprise, elle va pas bien. Et j'ai accompagné quelques entreprises comme ça qui allaient pas bien, qui avaient déjà fait par exemple des PSE et qui étaient vraiment au pied du mur. Des plans sociaux, pardon. Et ils acceptent de tout remettre peut-être à plat. Parce et voilà. Et là, et les collaborateurs aussi. Et donc on travaille là-dessus et on travaille sur le mode collaboratif. C'est souvent la première demande. Comment on fait pour mettre le mode collaboratif? Et alors là, ma pratique, c'est on peut mettre le mode collaboratif, mais comment on fait pour mettre ce mode collaboratif en gardant un point qui est essentiel, qui est la confiance. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le mode collaboratif? Parce que pour beaucoup, ça reste très abstrait. Et d'ailleurs, d'abord pour moi, alors on a entendu parler ces dernières années d'entreprises libérées où même le patron avait plus de bureau fixe. Mais vous, sans aller jusque-là, qu'est-ce que vous mettez dans ce mode collaboratif qui, je pense qu'il résume bien le mode collaboratif, c'est je vais effectivement à un moment passer d'un mode vertical où exactement ce que vous avez dit, ce sont les chefs qui décident, à un mode horizontal où c'est, à votre expression, les doueurs que j'aime bien, où sont les personnes qui ont effectivement le pouvoir. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et je pense que le faire en tirant sur les managers, c'est pas la bonne solution. Mais le faire comme vous le proposez, en accompagnant ces managers qui vont changer quelque part de vêtements et qui vont devenir des managers coach, c'est la bonne solution. Mais là-dessus, ça nécessite un accompagnement parce que je n'ai pas la baguette magique pour transformer ça du jour au lendemain. Et cet accompagnement, c'est cette capacité à se dire, je vais servir à autre chose, je vais servir la vision de l'entreprise, je vais l'entraîner, je vais être un entraîneur, je vais être un coach sportif, l'image du coach
l'approche sportive, elle est bonne, je pense, et je vais pouvoir effectivement changer de vision du monde, en fait, de ma vision du monde de travail. Alexandre, chez Auchan Direct, du coup, j'ai vu que vous aviez plus ou en tout cas, il n'avait plus l'importance qu'il peut y avoir ailleurs, d'entretien annuel, le fameux entretien qu'on a entre décembre et fin janvier. Oui. Vous préférez quoi? C'est tous les jours un entretien? C'est du real time en contrôle? Toutes les secondes, oui. Ouais. On utilise un outil, qu'on utilise évidemment Dropbox, on est un gros utilisateur de Dropbox Paper, de Slack, etc. Mais sur la partie RH, on utilise un outil qui s'appelle Office Vibe. Il y a des alternatives françaises, mais le premier était celui-ci, donc on a commencé avec celui-ci, qui est vraiment un espèce d'entretien toutes les secondes. Ce qui veut dire qu'on a un follow-up global tous les jours de ce que ressentent nos collaborateurs. Pour les accompagner ou pour mieux les contrôler? Ah non, on peut le prendre Déjà, c'est anonyme. Ce qui veut dire que s'ils souhaitent rester anonymes, ils restent anonymes. C'est anonyme. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire qu'on peut critiquer ou proposer un truc, mais on reste anonyme. Et on prend de très très grosses critiques tous les jours. Donc il faut effectivement mettre son ego de côté, parce que le fait de tuer les insubordination, on remet un peu tout le monde au même niveau, ce qui veut dire qu'on oblige les gens à s'exprimer quasiment. Et donc cet outil nous permet de toutes les semaines lancer des études. Exemple de trucs là qui vous ont chatouillé, chagriné pas plus tard que cet après-midi. On a repensé un peu une OBEA qui est un peu notre réunion lean où on fait tout ce travail collaboratif avec les collaborateurs, et on a décidé de partir sur un schéma un petit peu différent, et j'ai pris une note de 1 sur 10 qui m'a été révélée anonymement par l'un de mes collaborateurs, parce que justement déficit de leadership pendant cette réunion. Ah oui. C'est brut de décoffrage, mais au moins je suis au courant exactement de tout ce qui se passe, ce qui me permet en fait, avec le fait d'avoir l'information, me permet de prendre de bonnes décisions, parce que si j'ai pas de remontée de mes collaborateurs, je peux pas m'améliorer. Au même titre que eux, s'ils n'ont pas de remontée de ma part ou de leur manager, ils peuvent pas non plus s'améliorer. C'est donnant, et ça fonctionne super bien. Les collaborateurs notent leur manager, voilà. Leur coach. Voilà. À tout de suite, vous restez avec nous, continuez à en parler de ce management qui doit être repensé, remodelé à l'heure du digital. On est ensemble jusqu'à 21h30 sur ce sujet-là et jusqu'à 22h, comme tous les soirs, sur Tech & Co. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec nos invités, on parle des managers, comment doivent-ils se réinventer, s'adapter à l'heure du numérique et du digital, avec Alexandre Mullier, Auchan Direct, Julien Agege pour Dropbox, la licorne américaine, et puis Sylvie Chauvin pour LibéRH. On nous demande sur Twitter, Alexandre, si vous avez un rapport avec la famille Mullier. Avec le fondateur, Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Ben oui, c'est mon grand-père. Je croyais que j'avais été clair, mais c'est votre grand-père. On va continuer, mesdames et messieurs, avec madames et messieurs, avec un reportage. Ces startups là qui, ont décidé de supprimer la fonction RH, ou en tout cas de ne pas embaucher de DRH, même pour embaucher, même pour gérer quand on a déjà 10, 15, 20 employés. Alors évidemment pour des raisons économiques, mais pas que. On va le voir tout de suite avec Cécile Tordeau. Clémence Henriot n'est pas une directrice des ressources humaines comme les autres. Elle partage son temps entre 5 PME différentes. Ce matin-là, elle se rend chez Enix, une start-up de 15 salariés. Pas assez pour embaucher un DRH à plein temps. Le directeur financier Nicolas Bizio a donc trouvé cette solution moins coûteuse. On a Clémence tous les 15 jours chez Enix. Et indépendamment de ça, tous les jours ou n'importe quand, on peut la solliciter pour avoir une réponse. Moi, le coût, c'est un coût forfaitaire par tête de salarié qui diminue à la hausse ou à la baisse en fonction de mes embauches. Donc, c'est assez flexible et c'est assez avantageux pour nous. Ça nous a permis de faire des économies presque du simple au double, 50%. Coût d'abonnement, 80 € par mois et par salarié. Et même si Clémence n'est pas là 5 jours sur 7, cette formule est selon elle une vraie solution de long terme pour les petites entreprises. On travaille main dans la main sur de la longue durée, donc on n'est pas sur une mission de conseil pour répondre à un point précis à un moment donné. On est là pour, au quotidien, accompagner le dirigeant. Autre avantage, Clémence est disponible immédiatement. Une réactivité qui a séduit Clément Boussard. La PME qu'il dirige est en pleine croissance. Il avait besoin d'un ou d'une DRH très rapidement. L'économie que je vais réaliser de façon très simple, c'est juste qu'un cabinet de DRH externalisé est opérationnel dès demain et que je n'ai pas besoin d'aller poster une annonce et recruter quelqu'un en interne, ce qui sera un processus long. Un service rentable jusqu'à 30 salariés. Au-delà, les entreprises ont tout intérêt à embaucher un DRH à plein temps. Au-delà de 30 salariés, est-ce qu'il faut vraiment un DRH, Sylvie ?
Ancienne RH. Alors moi je suis une ancienne RH, Oui. donc je pense que un DRH il en faut, et un DRH qui est associé à la stratégie. Après qu'il soit externalisé ou internalisé, les deux fonctionnent très bien. Il faut juste que le DRH il travaille main dans la main avec le DG et qu'ils aient la même vision. Et le DRH c'est un des premiers acteurs dans l'entreprise à la porter cette vision. Alors externalisé ou pas, c'est pas le débat. Et ils se sont réinventés ou pas eux? Ils se sont inventés. J'ai été présidente pendant 4 ans d'un club qui s'appelle le club des DRH digital, où d'ailleurs votre DRH fait partie de ce club. Celui d'Auchan, ouais. Celui d'Auchan, tout à fait. Et dans ce club, les DRH aujourd'hui, ils sont en train de se réinventer. Parce que le monde a changé, vous le dites dans votre émission, on est aujourd'hui, les business models sont plus les mêmes, on est dans le fameux VUCA World, et dans ce monde-là, le DRH, il a complètement changé de posture. Il est plus là pour faire toutes les tâches ingrates, ou parfois on n'a pas les bons outils d'ailleurs. C'est quoi le VUCA World? Le VUCA World, c'est le monde dans lequel on vit, où tout a changé. Alors, nos clients, ils ont changé, ils sont volatiles, c'est le V de VUCA, c'est plus les mêmes. Le monde est incertain, les réussites d'hier, c'est pas les réussites de demain. Il est complexe et le A, c'est ambigu, mais il pourrait être aussi très anxiogène. Donc le DRH, quelque part, il est là aussi pour accompagner l'ensemble des collaborateurs sur la nouvelle vision et faire en sorte que les gens restent pas au bord du chemin. Parce qu'il y en a pas mal dans cette digitalisation qui sont pas forcément avec les bonnes compétences. Et s'il n'y en a pas un pour porter ça, en général, c'est pas porté. Et c'est lui qui a changé le RH, Alexandre, enfin RH d'ailleurs, ou les autres managers, ou ce sont les outils qui l'ont forcé aussi à s'adapter là? En l'occurrence, la personne dont vous parlez, elle a changé de périmètre. Récemment. Ouais. Mais non, ce qui s'est passé, c'est plutôt un élément déclencheur qui en l'occurrence c'était moi qui suis venu avec de nouveaux outils, une nouvelle vision de penser le management, et je l'ai fait en fait dans mon périmètre, donc avec la capacité de le faire. Et ensuite j'ai tenté de propager un petit peu ce qui était fait au marketing et à l'innovation aux autres entités de l'entreprise, que ce soit pour les outils ou les nouveaux principes de management. Donc vous êtes directeur marketing et innovation. Voilà. Chez Auchan. En gros, j'ai toute la partie technologie, la data, le marketing opérationnel et le design. Oui, en arrivant, j'ai vu que vous aviez créé comme ça ces 5 pôles là. Voilà. Les données, la data, la techno, donc le développement informatique front et back-end, et le marketing opérationnel, acquisition, fidélisation, et le design, donc toute la partie penser l'expérience client et surtout les supports qu'on a aujourd'hui à et disposition. les résultats sont là parce que quand on s'appelle Auchan, alors c'est sûrement bien mieux qu'il y a quelques années, mais il y a toujours des soucis, on l'entend, des gens qui se plaignent, j'en sais rien, c'est pas la commande que j'avais, les produits sont pas toujours dispo. Enfin, quand on a face à soi Amazon, j'allais dire Amazon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que ils sont encore petits dans l'alimentaire qui reste votre cœur de métier, mais on sent que ça pousse là. C'est un métier qui est très complexe, le e-commerce alimentaire, c'est e-commerce, c'est courses du quotidien, donc e-commerce alimentaire et produits de grande consommation. C'est un métier qui est très complexe effectivement, parce que la logistique implique une rotation de stock très importante, puisque les produits sont périssables, etc. Aujourd'hui, on vient de terminer une période de 2 ans où on a mis en place, on a changé on a réinternalisé toutes les compétences. C'était un sujet d'ailleurs, je pense, intéressant aussi à aborder. Toutes les compétences, on a réinternalisé donc la gestion et la programmation de notre site web et de nos applications, et on a changé tout l'entrepôt, qui est un entrepôt aujourd'hui parisien à Chilly-Mazarin, qui est complètement automatisé. Ça nous a pris 2 ans pour faire ça, et là on commence à peine à stabiliser justement le système. Donc les résultats, on les espère sur 2017 avec un très fort taux de croissance. Julien, on parle de Dropbox, là, la façon dont vous êtes organisé. Parlons de vous un peu, et pas forcément que de vos clients. Vous êtes où d'ailleurs à Paris? Vous êtes hébergé, je crois, On est dans le 2e arrondissement, ouais. Hébergé dans le Partech Shaker. C'est ça, hein? D'accord. Dropbox est arrivé en fait sur le marché parisien, sur le marché français, il y a 2 ans. On est 1600 dans le monde, dans une douzaine de bureaux. Et Dropbox est fortement recentré sur le monde des entreprises avec cette nouvelle solution Dropbox Business. Et ce qui nous a poussé aussi à faire ça, c'est un constat. Alors il y a une étude TNS qui le montre assez bien, qui montre que beaucoup d'employés amènent sur leur lieu de travail des outils personnels qui choisissent d'utiliser plutôt que les outils officiels de l'entreprise. Alors, ça peut être inquiétant pour certains, mais c'est pour nous... Le fameux Bring Your Own Device. Bring Your Own Device, par exemple, c'est comme ça que l'iPhone est entré dans le monde d'entreprise. Ouais. Mais c'est aussi une source d'opportunité pour les entreprises. Parmi nos 200 000 clients, il y a un exemple qui est très parlant là-dessus, c'est Naviland Cargo, qui est la filiale fret de la SNCF. Et pour la petite histoire, tout est parti d'un employé, c'est un conducteur de train qui s'appelle Christian, et qui a carrément, vous avez le prénom du conducteur de train, énorme. Donc voilà. On n'a pas sa photo, malheureusement. Bonsoir à Christian, qui a proposé à sa hiérarchie d'utiliser Dropbox plutôt
que d'avoir encore tous les documents par papier qu'ils ont besoin d'avoir dans les cabines de train pour les trajets. De mettre toute la réglementation, tout ce qui est digitalisé, qui pèse des tonnes, avec, des kilos et des kilos comme dans un avion ou autre, et de mettre ça dans le cloud et d'avoir juste un smartphone, une tablette. Et y avoir accès même quand il n'y a pas de connexion, parce que sur la ligne de train il n'y a parfois pas de connexion, mais d'avoir quand même accès à tous ces documents. Et la direction et la sagesse d'écouter son employé a mis en place un pilote qui a été fructueux, et aujourd'hui tous les conducteurs de train sont équipés de Dropbox Business et de ces tablettes. Donc c'est un bon exemple où c'est à la fois un bénéfice pour l'employé, parce que plus de confort, c'est du temps réel et il n'y a plus de papier imprimé, mais c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise, puisqu'il y a aujourd'hui une meilleure réactivité du centre opérationnel de navigants de cargo sur les incidents sur la ligne, parce que c'est des outils qui sont plus modernes et qui fonctionnent en temps réel. Enfin, c'est une très belle histoire, Sylvie, mais ça reste quand même, en France, on reste très top-down. Il y a un patron qui décide, des managers qui distribuent, et puis des collaborateurs, des salariés qui appliquent, quoi. Alors ça fait vraiment plaisir de voir ces belles histoires, parce qu'elles commencent à être de plus en plus nombreuses. Mais effectivement, ça reste encore l'exception. Moi, j'encourage tout le monde à lire un livre que j'ai pas écrit, donc j'ai pas d'action. C'est le livre de Lalou qui s'appelle Reinventing Organization. Et dans ce livre, vers des communautés de travail inspirées. Et dans ce livre, en fait, on comprend comment un salarié, votre Christian, va réussir à produire cette idée, parce que déjà, faut oser. Et puis surtout que cette idée va être utilisée. Parce que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, on en a des Christians. Mais les idées, elles restent à la cave. Parce qu'au-dessus, vous avez un manager qui, malheureusement, n'a pas encore, lui, fait sa mue et sa transformation. Et l'idée ne remonte pas. Bon, ça fait de très belles choses aussi. On avait une jeune femme, il y a une demi-heure, qui a quitté une grande entreprise. Elle était dans l'innovation sur une marque d'eau en bouteille. Elle n'a pas cité, mais bon, il n'y en a pas 40 000. Et elle est partie au bout de 8 ans pour monter sa start-up aux US. Donc ça peut faire des belles histoires. Mais ça reste pas dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. Ça reste pas dans l'entreprise. C'est pas elle qui en bénéficie. Et si vous me posez la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'entreprise pour que ça reste, je crois que la première idée, c'est de travailler sur la base, la fondation, et c'est-à-dire la confiance. Et la confiance, c'est un truc très compliqué, parce qu'on a beau le dire, on peut pas dire, voilà, je vais mettre la confiance comme ça et ça vient. Et pour ça, ça nécessite de travailler sur un modèle plus global. Alors, je sais pas si je peux vous parler ici de l'arbre de confiance, mais l'arbre de confiance, c'est un modèle qui a été, je sais pas si on peut le voir là. Montrez-le, montrez-le. Je le montre où ça, elles sont les caméras. Plus, ouais. Je bouge plus là. Comme ça, vous bougez plus. Voilà, l'arbre de confiance, c'est un modèle très systémique qui permet en fait de dire qu'à un moment je travaille sur la coopération, sur le droit à l'erreur, sur la capacité à dire les choses. Le client qui vous fait une demande en vous disant moi j'ai besoin de mettre de la confiance, vous allez lui dire faites vous-même votre diagnostic de l'arbre de confiance et vous allez travailler sur l'ensemble de ces sujets. Et c'est grâce à la systémique de l'ensemble de ces sujets que vous allez pouvoir effectivement faire en sorte que votre entreprise devienne verte aux couleurs de l'arbre et quitte le rouge qui ne permet pas justement un management plus libéré. Merci beaucoup Sylvie, c'était très clair. En 30 secondes, vous avez tenu le timing. Fondatrice de Liberash, avec nous ce soir Sylvie Chevin, Julien Agèche pour Dropbox et Alexandre Mullier pour Auchan Direct étaient nos invités ce soir.